Mesdames et messieurs, bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette édition spéciale du live de TV Finance. Qui dit édition spéciale dit horaire spécial, il est 8h30. Et désormais, avant de retrouver le fil classique de notre émission, eh bien, nous allons retrouver Tom Benoît qui est en duplex avec nous et avec lequel nous allons parler niveau d'inflation et niveau taux. Enfin, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que les ménages français sont toujours autant matraqués alors que finalement les courbes sont plutôt bien orientées. Bonjour Tom. Bonjour. Merci beaucoup Tom Benoît d'être avec nous ce matin. Tom Benoît, vous êtes essayiste, économiste, directeur de la publication du trimestriel Géostratégie, avec nous régulièrement pour aborder les thèmes d'actualité économique, politique, géopolitique, et je vous en remercie. Tout le monde l'a remarqué, vous êtes en voiture, du coup merci beaucoup de prendre ce temps-là pour nous. Tom, il y a un graphique que j'aimerais vous montrer en introduction de votre intervention, graphique qui, s'il pouvait être passé à l'antenne, ce serait bien. En gros, c'est un graphique qui montre les niveaux d'inflation atteints aujourd'hui. L'inflation est en vert. En gros, mesurée à 1,1%, elle est aujourd'hui au niveau de ce qu'était la hausse des prix avant le Covid. Pour autant, eh bien, c'est la seule courbe qui rattrape ce niveau-là, puisque celle des taux de crédit aux ménages, des taux moyens de crédit aux ménages et des taux de moyens aux entreprises sont toujours très élevés. À quoi ça sert? Dans quelle situation on est? Est-ce que la Banque centrale a loupé elle est en train de louper sa stratégie, Benoît? Tom, pardon. Alors c'est très intéressant, je dois préciser que je découvre le graphique en même temps, et je le vois assez mal sur l'écran naturellement, mais j'en vois les grandes lignes. Alors évidemment, j'avais fait une supposition, une prédiction entre guillemets il y a quelques mois, c'est que les taux directeurs des banques centrales occidentales, donc Banque centrale européenne et Réserve fédérale, seraient durablement élevés. Parce qu'il y a une géométrie assez singulière sur le calcul de l'inflation, en particulier en Europe. Le calcul de l'inflation est beaucoup plus limité, à une dimension beaucoup plus caricaturale au sein de l'Union européenne et donc de la zone régie par la BCE qu'aux États-Unis avec la Réserve fédérale, où on prend des paramètres beaucoup plus larges en compte sur les prix à la consommation. Nous, c'est quand même très basique, ça concerne les œufs, le lait, les produits alimentaires, donc il y a une dimension très, très ordinaire. Et ça fait un petit moment que j'alerte sur la double vitesse de l'inflation et de la déflation, et que je dis finalement, si vous parlez d'octroi de crédit par les banques commerciales, il y a un volume beaucoup plus conséquent d'octroi de crédit qui se fait pour de l'immobilier, pour que les particuliers achètent de l'immobilier. Après, il y a autre chose aussi, il y a des crédits pour des affaires, mais il y en a beaucoup plus pour de l'immobilier, pour acheter des produits alimentaires, des œufs et du lait. Et pourtant, on parle de période de forte inflation, il y a eu des augmentations de prix, c'est pas ce que je veux dire, il y a eu évidemment des augmentations de prix, mais sur les produits alimentaires essentiellement. Donc si on regarde sur les œufs, on est peut-être à, je sais pas, 300% depuis sur seulement quelques années, sur moins d'une décennie. Et par contre, sur le marché immobilier, on a un marché qui est déflationniste, qui n'est pas inflationniste. Et donc ça, c'est le premier paramètre à prendre en compte. Et par rapport au graphique que vous soulignez, ce qui m'interpelle également, c'est la capacité des agents économiques à s'endetter aujourd'hui et à générer donc de la croissance et de la richesse et à pouvoir rembourser leurs emprunts. C'est-à-dire que vous avez, d'un point de vue très monétaire et par rapport à la volatilité de la monnaie, à tous les calculs que l'on peut faire pour on va dire, gérer les politiques monétaires, vous avez des paramètres finalement qui vont ne plus avoir d'incidence par rapport à la réalité. Vous avez des paramètres qui ne sont plus en concordance avec la réalité, et la réalité est également que les agents économiques ne sont plus en capacité de rembourser leurs emprunts. Je parle des particuliers principalement aujourd'hui, mais c'est le cas aussi des entreprises qui, en France en tout cas, et beaucoup en zone euro, mais encore plus en France, mettent la clé sous la porte. On a reçu les derniers chiffres il y a quelques semaines, quelques jours, là, il y a encore des défaillances records d'entreprises. Donc au-delà du volume monétaire global et de la politique monétaire sur le papier de la Banque centrale européenne, il y a aussi la capacité d'emprunt, la capacité à s'endetter des agents économiques qui entrent en compte. Du coup, Tom Benoît, est-ce qu'on peut supposer que désormais, de façon très claire, favoriser la croissance économique n'est pas du tout l'objectif principal de la Banque centrale européenne, mais plutôt aider, accompagner les politiques budgétaires locales? Du coup, par la force des choses, on se pose de plus en plus la question de la réelle indépendance de la BCE. Oui, malheureusement, évidemment, que dans la vocation de la Réserve fédérale, il y a la croissance, la prospérité de l'économie américaine. Ça n'est pas dans les statuts de la Banque centrale européenne, malheureusement, si je puis dire, et ça, c'est une grande problématique. Ça souligne bien, d'ailleurs, l'accent beaucoup moins business et beaucoup moins libéral de l'Union européenne par rapport au système économique américain. Et bien sûr que j'ai échangé avec un banquier central dont je tairai le nom par ailleurs,
il y a quelques semaines, et je lui demandais, banquier central qui travaille au sein de l'Union européenne, si la Banque centrale européenne allait venir en aide aux États européens. Et il m'a répondu tout simplement non, ça n'est pas la vocation de la Banque centrale européenne, elle ne le fera pas. Et on était quelques-uns autour d'un petit déjeuner, donc je ne voulais pas l'incommoder, mais la réalité, c'est qu'elle l'a fait massivement, elle l'a fait à plusieurs reprises, elle l'a fait il y a encore quelques mois, lorsqu'Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale, et par surprise, et que par cet effet de surprise, il y a eu une petite, on va dire une légère envolée sur les taux longs, donc sur l'endettement de la France à long terme, on va dire le taux finalement à long terme d'endettement du pays, puisque ça concerne le taux qui régit les obligations sur le marché secondaire, disons, mais qui était une très légère envolée, parce qu'on n'est vraiment pas à l'abri aujourd'hui si davantage de fragilité, notamment au sein de la zone euro, justement de la crédibilité de la BCE, venait à apparaître, d'une envolée beaucoup plus spectaculaire sur les taux longs, à 4, 5, 6% durant les années à venir. Et donc, la question qui va se poser évidemment est celle-ci: est-ce que la Banque centrale européenne parviendra à garder le contrôle, c'est-à-dire à faire on en parlait vous et moi d'ailleurs il y a quelques temps, de son taux de dépôt qui est désormais son principal taux c'est plus le taux de refinancement, le taux principal, mais le taux de dépôt, le taux de la facilité de dépôt, volonté de la Banque centrale européenne depuis un an ou deux, et avec plusieurs communiqués qui ont été expédiés à cet effet. Est-ce qu'elle parviendra encore à faire demeurer, on va dire, son impact via ses taux, via ses politiques monétaires, ou est-ce qu'elle va perdre le contrôle si justement, comme vous le soulignez, elle est contrainte de trop venir en aide aux États plutôt que, même pas en aide, mais que d'assumer son rôle pour alimenter les agents économiques? Les agents économiques qui sont complètement exsangues actuellement, et même si, donc on l'a bien compris, l'inflation est en baisse, eh bien pour 2025 le gouvernement annonce de nouvelles hausses, notamment des tarifs de l'énergie. Comment est-ce qu'on explique ça, Tom Benoît, s'il vous plaît? Écoutez, je l'avais expliqué avant que ça intervienne, donc là non plus, je n'ai pas de boule de cristal pour ainsi dire, mais j'ai fait plutôt plusieurs plateaux de télévision et de web TV également, et le vôtre y compris il y a quelques mois, et on m'avait demandé ce qui pouvait se passer par rapport aux problèmes budgétaires, et j'ai dit ce qui se produira, c'est tout simplement des suppressions marginales de certains budgets excessifs, notamment le fonds vert, ces choses-là, et puis probablement des réductions des taux réduits de TVA sur certains secteurs. Et on le voit par exemple sur l'électricité. Donc je ne suis pas étonné. Je vois un gouvernement qui a besoin d'argent, qui cherche de l'argent, un État qui cherche à tout prix de l'argent, et qui a ça comme obsession en quelque sorte, mais pas comme réflexion posée. Et c'est ce qui m'inquiète énormément pour le pays et pour la prospérité économique du pays. Là, je parle des entreprises, je parle pas parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on amalgame les deux mots. Voilà, quand on parle d'économie, on parle plus que d'économie publique, parce que les problèmes publics ont pris le pas, et qu'inconsciemment, le gouvernement veut insinuer que ce sera... Beaucoup de politiques, pas seulement au gouvernement, mais même parmi l'opposition, malheureusement, veulent insinuer que l'économie retrouvera la prospérité, recouvrera la prospérité uniquement par la puissance publique, et je ne le crois pas, personnellement. Et donc, ça ne me surprend pas du tout. Non, très clair. C'est plus de 6 millions de ménages qui vont voir leur facture augmenter, c'est gigantesque. Du coup, par la force des choses, Tom Benoît, on l'a vu sur le graphique, on va peut-être pas le remettre, mais en tout cas, les OAT sont toujours l'OAT 10 ans, donc c'est le coût d'emprunt, le rendement de la dette obligataire française à 10 ans sont toujours très élevés. On sait que l'OAT rentre dans le calcul des coûts, dans le calcul des taux d'intérêt proposés aux ménages, aux agents économiques pour s'endetter par les banques commerciales, les banques de détail françaises. Du coup, un niveau d'OAT maintenu quasiment volontairement, on peut le dire, à ces niveaux-là, ça sert à quoi? C'est juste pour renflouer les banques? Est-ce que les banques ont besoin d'être renflouées actuellement? Alors oui, les banques ont besoin en effet d'être renflouées. Beaucoup notamment un grand groupe que je ne nommerai pas français a besoin d'être renfloué parce qu'il manque de capitaux propres. Mais par ailleurs, les taux sont élevés, mais ils peuvent être, comme je le disais précédemment, beaucoup plus élevés. Moi, je pense qu'il va falloir changer de paradigme. Il va falloir que les agences de notation, et puis surtout, à la rigueur, qu'importe les agences de notation, puisque généralement, ce sont les inspecteurs des travaux finis ou ceux qui constatent les dégâts, mais il va falloir
alors que les économistes de France Trésor, de Bercy et des autres agences commencent à faire entrer dans leur paradigme qu'il n'y aura plus autant de points de croissance ici qu'il n'y en a eu précédemment, qu'il va pouvoir y en avoir quand même plus, mais même moins qu'auparavant, parce qu'il y aura plus de protectionnisme un peu partout dans le monde. On voit que les exportations ont diminué partout dans le monde, hein. C'est pas que seulement en Allemagne, même depuis la Chine, ça a diminué, depuis les États-Unis. Donc il va falloir... Après, il y a des pays comme l'Italie qui les ont un peu augmentés, mais je veux dire, d'un point de vue systémique, les exportations diminuent. Donc, il va y avoir moins de points de croissance par rapport à ce fait-là, un peu partout dans le monde et encore plus en Occident. Donc, il va falloir se faire à l'idée qu'on aura moins de points de croissance. Et par ailleurs, donc, étant donné que, comme vous le soulignez, il y a un gros problème sur les intérêts de la dette, qui vont devenir le premier poste de l'État, donc devant, on le dit régulièrement, l'éducation nationale à partir des années qui viennent, 2026, 27, 28, dans ces eaux-là. Il y a une grande question qui va se poser par rapport à la soutenabilité, évidemment, de notre dette publique et surtout à la fuite en avant et la trajectoire que nous prenons. Est-ce que nous décidons réellement? Moi, je ne le veux pas, mais c'est ce qui est prôné, sans l'avouer, par beaucoup de dirigeants politiques aujourd'hui, socialiser réellement notre pays et faire de notre pays une vraie république socialiste, c'est-à-dire dirigée par un État. Pourquoi pas? Moi, je le veux pas, mais c'est ce qui est en train d'être mené. Donc, sur les taux longs, il y a une envolée. Elle est légère, selon moi. Elle est toute mesurée pour le moment, mais elle peut être vraiment beaucoup plus élevée durant un horizon assez court, c'est-à-dire 5 à 6 années. Ouais, 5 à 6 années quand même. Donc effectivement, c'est pas demain, parce que là effectivement, on voit les taux longs français qui bougent relativement à la marge, qui ont pris un peu d'épaisseur ces derniers temps, mais qui globalement sont plutôt évoluent sous les 3% maintenant pour le 10 ans français. Donc c'est plutôt de bon augure. Tom Benoît, une dernière chose, vous êtes directeur du trimestriel Géostratégie. Il y a les élections américaines qui arrivent bientôt. C'est le 5 novembre, c'est dans moins de 3 semaines. Quel que soit le candidat qui sera élu à la Maison-Blanche, l'Europe ne pourra plus commercer autant qu'elle le faisait avec la Chine, puisque les barrières tarifaires qui sont en train d'être imposées par les États-Unis à l'encontre de la Chine, vont nous être imposées d'une certaine façon. Il y aura du protectionnisme un peu de partout. Après, la question est ce que nous parviendrons à le gérer en bonne intelligence ou pas? Donald Trump est protectionniste aussi, on le voit par rapport aux importations chinoises. Nous avons une autre problématique, c'est que c'est la Commission européenne qui, pour les États européens, va gérer la taxation sur le carbone. C'est le plan de l'Union européenne qui est tout à fait officiel, hein, je ne dévoile rien, aucun secret, c'est sur le site même de la Commission européenne. La Commission veut créer une commission à l'intérieur de sa commission, un segment pour gérer la taxation sur le carbone et pour décider des droits de douane, alors qu'aux États-Unis, ça se fera avec un accent nationaliste, puisque c'est l'État américain qui le décidera pour l'État américain et dans l'intérêt de l'État américain. Donc c'est là où il y aura deux paradigmes différents. Après, il va falloir s'y faire, il y aura plus de protectionnisme d'un point de vue, pour voir les choses d'un point de vue un peu positif. Moi, je suis contre les droits de douane excessifs parce que ça paralyse l'innovation à long terme et ça complique les choses. Je pense qu'il faudrait plutôt une amnistie de règles et de taxes aujourd'hui et, je vais pas dire repartir d'une page blanche, mais entre guillemets, essayer de minimiser au maximum les sanctions économiques qui paralysent, comme je disais, l'innovation et en étudier de bonnes et de favorables par ailleurs. Mais dans une période où la mondialisation est contredite, contrariée par les motivations écologiques d'une même caste au pouvoir, il y a une démondialisation par les droits de douane qui est en train de se faire en quelque sorte. C'est pas la meilleure solution, tout ça. Voilà. C'est clair. Démondialisation, régionalisation, sectorisation de l'économie par la force des choses. Donc vous êtes optimiste. Hein. Vous nous dites qu'en gros, globalement, l'Europe et la France pourra continuer de bénéficier de la croissance américaine malgré les liens commerciaux. Non, je suis pas optimiste du tout. Non, au contraire, vous nous dites qu'au contraire, ça se régionalise et que... non, mais les Américains, je vais terminer là-dessus parce que malheureusement, j'ai une autre interview ensuite, mais je suis pas optimiste du tout et je pense réellement que la seule chance pour l'Union européenne aujourd'hui est que les États puissent reprendre le contrôle sur leur imposition générale, sur la taxation, y compris sur les droits de douane, mais qu'il n'y ait aucun diktat imposé par l'Union européenne. Donc et ça n'est pas du tout le cas. Donc je suis pas optimiste du tout. Écoutez, merci Tom Benoît d'avoir été avec nous ce matin. Tom Benoît,
dans ces conditions très particulières. Et je vous remercie de vous être donné ce mal pour nous. Vous êtes économiste, et vous êtes économiste, essayiste, entrepreneur, directeur de la rédaction du trimestriel Géostratégie, qui est désormais en ligne, que vous pourrez retrouver en ligne et donc mise à jour très régulièrement. Merci beaucoup, Tom Benoît. Je vous souhaite une excellente journée et une très bonne interview.